C'est les aléas du direct. Hein. On va s'y faire. Alors, on va juste attendre quelques minutes pour Madame Alicia, si ça ne vous dérange pas, mais on va commencer déjà avec le grand monsieur. C'est flatteur, merci beaucoup. Comment allez-vous déjà? Ça va bien, c'est bien. Merci à vous Vous tous. entendez bien tout le monde? Parfait. Oui. Parfait. Alors, nous allons commencer déjà avec vous. Si vous pouvez juste vous présenter vite fait pour savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites et pourquoi vous êtes ici devant nous ce soir. Très bien, déjà, merci à tous d'être présents pour ce bel événement qui est Congo Inspire, qui est un événement important pour la jeunesse congolaise et toute la diaspora congolaise présente en France et ceux qui nous regardent. Bon, je me présente, Philippe Mavougou, 34 ans, créateur de contenu sur la vulgarisation de l'histoire et de la culture africaine afrodescendante. Pourquoi j'ai fait cette page qui s'appelle Wa Congo, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et YouTube, parce que je suis un enfant du Congo qui est né dans la diaspora, qui est né en France, et qui n'a pas cette chance d'avoir vécu au Congo, qui voulait se reconnecter avec son pays, qu'est le Congo. Et comme le disait l'oncle de ma mère, l'écrivain Chikaya Otansi, l'oncle de ma mère, on lui avait posé la question pourquoi tu ne vis pas au Congo? Il dit vous vivez au Congo, mais le Congo m'habite. Ça veut dire que le Congo a toujours une place dans notre cœur. Et, pardon? Le Congo a toujours une place dans notre cœur. Et c'est pour cela que j'ai fait ce média au Congo, pour que tous les afro-descendants, toute la diaspora africaine puisse se reconnecter avec son histoire, sa culture, parce qu'on peut aller nulle part si on ne sait pas d'où l'on vient. Et c'est pour ça qu'il était important pour moi, en tant que fils du Congo, d'être présent à Congo Inspire, pour partager cette expérience de transmission de la culture, même pour un enfant issu de la diaspora. Okay. Très, très inspirant. Est-ce qu'on peut applaudir déjà pour... Et pour ma première question, ça serait comment... on peut se tutoyer, ça? Oui, bien sûr. On se sent un peu à la maison. Comment contribues-tu aujourd'hui à la promotion de la culture congolaise à ton niveau? À mon niveau, déjà, c'est via le média Wa Congo, c'est de parler des aspects culturels du Congo. Donc, bien entendu, on va parler de notre musique, on va parler aussi des acteurs importants qui ont constitué la culture africaine au Congo, par exemple Albert Luboko, l'un des pères de la rumba, parce qu'on va parler de la rumba, on va toujours penser à nos voisins que nous aimons beaucoup, bien sûr. On aime beaucoup nos voisins, mais on ne parle jamais aussi des pionniers qui ont travaillé sur la rumba, qui ont fait la rumba moderne. On va parler aussi je parle sur Wa Congo aussi des aspects culturels propres au Congo, que ce soit les musiques, les cultes, les langues. Par exemple, mon nom de famille, Mavougou, certains ne savent pas d'où ça vient. Donc dans la culture Congo, Mavougou, c'est l'être humain primordial. Donc c'est des choses qu'on essaie d'inculquer. Pourquoi? Parce que même si on est né, on a vécu dans un espace qui est hors du Congo. Par exemple, moi je suis né et grandi en France, en région parisienne. Donc j'ai une culture de parisien congolais, si vous voulez. Mais il est important pour moi de toujours être attaché à mes racines. C'est ce que ma grand-mère me disait, Père Astronaute me disait, mon fils, tu es né au Congo, non, tu es né en France, tu es né en France, tu as grandi en France, mais n'oublie pas que tu es congolais. Et tout ce que tu fais, tu dois faire ça pour le pays. Donc mettre en avant le pays, et comme je vais reciter aussi mon grand-oncle Chikaya Otansi, Utansi, qu'est-ce que ça signifie en Mili, celui qui parle du pays. Et nous, c'est notre mission, tous autant que nous sommes congolais, nous sommes tous ambassadeurs de notre pays. Et c'est pour ça qu'avec mon média, au-delà de parler de l'Afrique, bien sûr, mais c'est mettre en avant la culture congolaise qui est riche et qui n'a rien à envier à personne. Ok. Et pourquoi aujourd'hui chaque jeune congolais devrait connaître sa culture et ses racines? Pourquoi c'est important? Parce que c'est notre identité. Dans la carte d'identité, qu'est-ce qu'on a? Nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance. Et nous sommes congolais. C'est pas parce que nous sommes nés à l'étranger, parce que moi j'aurais pu dire, moi je suis français, je suis né à Paris, j'ai grandi dans tel département d'Île-de-France, mon identité n'est que française, alors que c'est faux. Mon plat préféré, c'est pas le bœuf bourguignon, c'est les madessous. C'est les madessous. À Noël, je suis toujours prendre mon sakasaka. Et les vacances, quand je pense vacances, je pense que je vais aller à Pointe-Noire, je vais aller à Brazzaville, je vais aller à Tunisie. Donc ça m'imprègne en fait. C'est une partie de mon identité. Les musiques que j'écoute, c'est pas Michel Sardou, c'est pas Johnny Hallyday.
c'est les Théoblès Kunku, les Pierre Moutouari, les Banques de la capitale, c'est Roga Roga, c'est maintenant même plus récemment les Aparatsena qui sont congolais. Donc tout ça, ça me définit et ce qui donne ma singularité aussi. Donc c'est pour ça que chaque Congolais doit s'imprégner de cette culture-là. Bien entendu, c'est pas évident, surtout dans un contexte en France où on est dans une acculturation. On est à la fois français, américain, parfois même pour certains se prennent pour des manières orientaux. Mais ce qui nous définit, c'est la racine. La racine chez nous, c'est le Congo, c'est pour ça que nous sommes tous présents ici, alors que nous sommes tous d'horizons différents. Qu'est-ce qui nous réunit? C'est le drapeau vert, jaune, rouge que nous voyons aussi sur le logo et le nom Congo que nous voyons sur le slide. Parce que c'est ça notre cœur et c'est ça qui nous retient, c'est ça qui nous réunit tous aujourd'hui. Okay. Et qu'est-ce que être en tout cas un Congolais pour toi signifie aujourd'hui? Ça c'est mais en fait on fait de la philosophie. J'ai 4 heures pour répondre. Parce que tu as dit quelque chose de très important, c'est notre identité. Et parce que c'est notre identité, aujourd'hui on est peut-être en Europe, mais pour que cette personne-là se sente concernée, on est peut-être Congolais parce qu'on on est d'origine congolaise, mais qu'est-ce que c'est réellement pour toi qui est né peut-être ici, ou qui vit ici, mais qui veut s'entraîner de la culture congolaise, qui réside en Afrique? Qu'est-ce qu'être congolais? Par exemple, je parle encore de mon expérience de Congolais né en France, qui a grandi en France. Comment je me définis par Congolais déjà? Un truc très basique, c'est la nourriture. C'est parce que tout ce qu'on mange, c'est un truc culturel. Un Chinois va manger des nems, moi je vais manger des madessous, le sakasaka, le chikwang, le safu. C'est aussi une histoire commune. Quand je vais voir des parents, des oncles, des tontons qui vont nous parler de l'histoire du Congo, c'est l'histoire que ma mère me raconte, c'est l'histoire que mon père me raconte. On s'inscrit aussi dans un récit historique. Donc c'est une mémoire. Par exemple, quand mon père me parle de Mahawata à Pointe-Noire, c'est pas la même chose que quand je vais voir des amis sénégalais qui vont parler de Dakar ou d'Irnadio. Donc c'est pas la même chose. C'est aussi les aspects culturels qui nous sont propres. On va parler de la musique. Donc on a des musiques qui m'ont bercé depuis l'enfance. Moi quand j'étais petit, mes parents écoutaient souvent les Théoblès Kunku, comme Eden, Chouchou, Massi. Ils ont écouté les bandes de la capitale. Et ils vont écouter aussi Arbolus Mabélé. Donc c'est aussi la langue. Malheureusement, et je ne suis pas comme beaucoup de gens de ma génération, on ne nous a pas forcément parlé de la langue, mais on entend toujours, que ce soit Lingala ou Kutuba, on reconnaît. Et tout ça, ça me définit entre Congolais, c'est aussi la SAP. Je vois ici, tout le monde est bien habillé. On a vu, on a un événement, tout le monde a sorti son costume. Et parce qu'on est Congolais, on sait aussi que même si la nuit ne fait pas le moine, mais c'est par la nuit qu'on reconnaît le moine. Donc on a tous ces éléments-là qui font que on peut pas être, tous ces éléments, cette somme d'éléments qui font que nous sommes Congolais, qu'on va nous reconnaître par rapport à d'autres. Il y a notre nom qui signifie quelque chose dans notre histoire familiale. Être Congolais, c'est ce conglomérat d'aspects qui font notre identité. Très bien. Et est-ce que vous pensez que la jeunesse congolaise se déconnecte de son identité ou au contraire qu'elle la reunifie? Elle a pu se déconnecter peut-être à un moment donné. Par exemple, moi je suis né en 91, donc j'ai grandi dans les années 2000, où parfois on me dit ah mais être africain, moi je suis français. Donc moi j'étais l'un des rares quand je racontais ça avec l'une des bénévoles avant qu'on commence l'événement. Moi quand je suis né en 91, on a vu l'arrivée d'internet dans les maisons. Mes parents ne comprenaient pas pourquoi mon travail, dès qu'on a vu internet, c'est aller sur Congo Site pour voir le journal du Congo. Moi, mon travail, c'était de voir toutes les news du Congo. Je dis, toi, tu es né en France, pourquoi tu vas t'occuper du Congo? Parce que peut-être c'est le sang, hein, peut-être c'est le sang qui t'appelle vers ton origine, vers là où sont tes racines. Donc, mais c'est vrai que beaucoup, on a pu parfois renier avec ce terme péjoratif qu'on peut avoir dans en banlieue parisienne de blédard. Non, c'est pas toujours valorisé. Mais maintenant, on sent qu'on a cette revendication aussi identitaire et culturelle. Et c'est très important. Parce que nous autres Congolais, on a quelque chose à dire au monde. On a de grands écrivains, on a les Sonia Boutansi, il y a Mabankou, il y a les Mangou et Méniali, tous ces écrivains-là, et encore d'autres, là j'ai pas tout en tête, qui ont
musiciens. On a porté avec nos voisins, nos frères de la RDC, la Rumba au patrimoine immatériel de l'humanité. Ça nous appartient. La SAP, tout le monde connaît la SAP. La SAP a commencé par un mouvement qui est à la base une revendication révolutionnaire, les Matsois, se dire aussi que nous autres Africains, nous sommes les égaux, les Européens, et nous devons être fiers de cette culture, et je pense que de plus en plus, la jeunesse se la réapproprie. Bien sûr, une culture est mouvante, une identité est mouvante, on n'a pas la même identité congolaise dans les années 60, dans les années 2026. Les mœurs sont changées, les choses évoluent, mais la racine elle reste la même. Et il est important, et c'est pour ça que je fais ce média au Congo, qui c'est vrai qu'il est large, qui reprend l'ensemble du continent africain et du monde afrodescendant, mais pour les Congolais aussi, c'est s'inscrire dans son identité et savoir qu'il faut être fier de qui nous sommes, et parce que chaque peuple a quelque chose à raconter et quelque chose à apporter au monde. Le Congo aussi a quelque chose à apporter, nous apportons notre particularité, et je pense que la jeunesse aujourd'hui se réapproprie plus son identité et la revendique plus. Et comment faire naître cet amour pour l'identité congolaise ou pour le Congo, ou encore comment transmettre la culture congolaise aux enfants nés en France ou à l'étranger? L'amour du pays, pour moi déjà, ça passe par les parents. Moi, si j'aime le Congo, c'est parce que ma mère m'a raconté Pointe-Noire, mon père m'a raconté Brazzaville et Pointe-Noire, m'a raconté l'histoire du pays, que ce soit l'histoire du pays avant la colonisation, avec le royaume de Wango, le royaume Téké, le royaume Congo, les grands combattants pour la liberté congolaise, les Mamela Mandanga, les Bota Bongo, les Mamagunga. Aussi l'accession à l'indépendance avec les Fulbert Yulu, les Opango, aussi les membres de la famille comme Jean-Félix Chikaya. Bon, ça c'est familial, donc c'est normal que les gens soient contents de raconter ça. Et quand on raconte ce genre d'histoire, ça nous permet aussi de se sentir valorisé. Surtout quand tu viens d'un pays en France, on va te parler de Charlemagne, de Louis XIV, de Napoléon. Et tu as l'impression que cette histoire est écrasante et on te fait comprendre que ton histoire africaine ne vaut rien. Alors que ton histoire africaine, elle est tellement riche qu'on a besoin en fait de transmettre ça aux gens. Il faut qu'on puisse avoir ces plateformes-là pour aider les gens à se rendre compte que ma culture n'est pas inexistante et même est plus riche que moi-même je pense. Moi, c'est grâce à ma mère, c'est grâce à mon père que j'aime le Congo et que j'apporte cette volonté de transmettre ça aux autres. Et nous, maintenant, en tant que jeunes, on a cette chance-là d'avoir les réseaux sociaux, on a la chance d'avoir Internet, qui est une encyclopédie à ciel ouvert, avec du contrôle bien sûr, parce qu'il y a tout et n'importe quoi. Mais si on fait ce travail-là de mettre en avant notre culture, mettre en avant des particularités, on va aimer le Congo parce qu'on sent que ce Congo est riche, ce Congo est fort, et ce Congo, on doit être fier de lui. Très bien, très bien. Est-ce qu'on peut juste applaudir pour et si vous me permettez de recevoir Madame Lucia Andouya, bienvenue. Alors, on va continuer nos questions. Bonjour, comment allez-vous? Vous pouvez juste rapprocher parfait, c'est parfait. Alors, on aimerait déjà savoir comment vous allez et surtout, qui êtes-vous? Lucia Andouya, et je me définis comme une médiatrice culturelle. Et pour ceux qui ne connaissent pas la médiation culturelle, c'est créer des ponts, des liens entre la culture, l'histoire et un peu plus large. Le but, c'est juste prendre les connaissances, des savoirs qui existent déjà et essayer de les simplifier pour transmettre un public un peu plus large et que ce soit compréhensible par tous. Et donc, je le fais depuis 2025 sur les réseaux sociaux, notamment TikTok et Facebook. Ok. Est-ce que vous l'entendez
Et j'essaie de créer des ponts entre la culture, l'histoire de la République du Congo et un public un peu plus large. Ok. Et ça fait longtemps que vous faisiez cela? Depuis 2020, j'ai cru entendre. Non, depuis 2025 sur les réseaux. 2025, donc notamment sur TikTok et sur TikTok et Facebook, oui. Ok, parfait. Et selon vous, peut-on avoir, encore peut-on savoir comment est-ce que ça fonctionne, d'où vient cet amour pour vouloir exposer la culture congolaise sur les réseaux sociaux? Je crois que la culture congolaise a toujours transpercé en moi. Je suis née à Ouado et à l'époque, c'était pas la vie qu'on est aujourd'hui. Donc, c'était vraiment avec la famille, les grands-parents, les oncles. Et tout le temps, c'était raconter des histoires, raconter des contes autour, le soir surtout, mais aussi, chaque chose avait forcément une signification. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ceci, pourquoi on ne fait pas cela? Et moi, j'ai toujours grandi dans cet environnement-là. Quelques années plus tard, je suis allée à Tunisie, au lycée d'Ombouna pour le collège et le lycée. Et là-bas, je me suis rendu compte que c'était différent. J'avais des amis qui n'avaient pas forcément eu la chance d'avoir des grands-parents, des oncles autour d'eux, qui racontaient des histoires. Et je me retrouvais avec les autres. Quand je racontais des histoires, ils me disaient, ça filme. Et ça a continué comme ça, parce que je suis allée en Côte d'Ivoire en 2018 aussi, avec beaucoup d'autres Congolais, dans le cadre d'une coopération Congo-Côte d'Ivoire. Et là-bas, c'était pareil. Je me suis rendu compte aussi que certaines choses, quand je parlais de l'origine des ethnies, pourquoi est-ce que les Lari, les Bébés, les Soudis, les Bouchis, j'avais l'impression que pour moi, c'était quelque chose d'évident, que tout le monde savait d'où est-ce qu'on venait, mais je me rendais compte que ce n'était pas vraiment le cas. Et quand j'ai eu la chance de le faire sur les réseaux, c'est comme ça que je me suis dit, c'est important qu'on ait ces ressources-là, qu'on sache un peu l'histoire de nos peuples, de nos cultures, peut-être que ça pourra servir surtout pour ceux, surtout de la diaspora, ceux qui sont nés ici, et qui ne peuvent pas beaucoup de ces éléments-là. J'avais cette question, en tout cas pour vous deux, Yoni et Lucia. Les réseaux sociaux sont-ils un danger ou une opportunité pour la culture congolaise? La garantie m'impose de laisser Lucia répondre avant moi. Quand je suis arrivée en France, c'est la première année, je faisais un master en culture et communication et mon sujet de mémoire c'était l'EAC, donc l'éducation artistique et culturelle, comme outil pour sauvegarder et préserver l'héritage culturel africain dans un contexte de mondialisation et de modernité de société africaine. Les réseaux sociaux s'incluent dans la modernisation et les réseaux sociaux transportent une sorte de mondialisation. Et donc, à travers les réseaux aujourd'hui, le monde devient un village planétaire. Ce qui se fait au Congo en une seconde, on le sait en France. Et le danger derrière, c'est que on importe tout. On importe les habitudes, on importe la culture aussi, la manière de penser, de réfléchir, de concevoir nos sociétés. Et donc, la difficulté vient du fait que si quelque part il n'y a pas un ancrage culturel, on perd un peu l'équilibre, on ne sait plus qui on est parce qu'on prend tout ce qui vient de l'extérieur. Donc les réseaux sociaux sont une opportunité parce que ça nous connecte à tous, mais une menace lorsqu'on n'est pas ancré, puisqu'on prendra tout ce qui vient de l'extérieur et on oubliera ce que nous sommes. Et quant à vous? Je vais aller apporter dans le sens de ma sœur, et c'est vrai que les réseaux sociaux, d'abord, il ne faut pas voir ça comme un danger. Déjà, c'est une opportunité parce que, par exemple, Lucien, je l'ai connu grâce aux réseaux sociaux. Après, Angèle, on a pu échanger. Mais son travail est énorme et ça permet aussi à tous les non-congolais à découvrir le Congo. À dire, ce pays-là qu'on ne connaît pas, on a l'impression qu'il est petit alors qu'il est grand. Jamais que le Congo est petit, le Congo est grand. On ne le connaît pas, il est riche de sa culture, il est riche de son histoire. Donc c'est important en fait de se dire qu'on doit aussi aller vers l'avant des autres. On ne peut pas toujours rester entre nous, c'est-à-dire qu'on parle entre nous, on est content. Mais le danger, il y a deux dangers pour moi. Déjà, bien sûr, le danger de l'acculturation, comme tu l'as dit, Lucien, c'est qu'on importe tout. Donc, ce qui fait que si on n'a pas un ancrage culturel fort, on peut créer un autre boubli-boulga de culture qu'on ne maîtrise plus. Autre chose aussi, c'est que les réseaux sociaux, comme je le disais avant,
c'est une encyclopédie assez ouverte, c'est-à-dire qu'on peut tout dire et n'importe quoi. Donc on peut dire, il y a des gens qui font du travail sourcé, documenté, comme Lucien par exemple, qui est là, qui va toujours dire des choses qui sont documentées et sourcées et faciles à tracer. D'autres, ils peuvent dire n'importe quoi, mais comme c'est sur les réseaux sociaux, il suffit que la personne ait beaucoup d'audience et de visibilité, on va ancrer dans la tête des spectateurs des choses qui sont fausses. Donc, alors que nous, notre but, que ce soit moi avec Wakongo et Lucien avec son média, c'est de dire, nous, on veut vous apporter une vérité qu'on a vérifiée, qu'on a sourcée, pour que vous puissiez comprendre et mieux connaître la culture, qu'elle soit congolaise ou africaine ou afrodescendante. Donc ce danger-là aussi est important parce qu'on oublie souvent ce danger-là aussi de la fausse information qui font qu'on peut ancrer des choses qui peuvent perdurer alors que ce n'est pas la réalité. Et j'aimerais juste dire quelque chose. Par exemple, moi, dans ce que je fais, je n'ai pas vocation à avoir la science infuse ni la vérité absolue. Ce que je fais, c'est vraiment juste ouvrir des portes pour que d'autres aillent rencontrer leur culture, leur histoire. Donc, quand je parle des Soundis, je fais une vidéo de 32 minutes, et c'est pas que ça les Soundis. C'est que quand quelqu'un est Soudi à côté qui sont concernés, aillent consulter encore plus, aillent se renseigner aussi, demander plus auprès de ses aînés pour pouvoir connaître un peu plus sur son histoire. Donc, moi, ce que je fais, c'est vraiment juste ouvrir des portes, des fenêtres, pour que tout puisse passer, puis aller rencontrer leur culture. Très bien. Est-ce que vous pouvez applaudir quelle est pour vous encore, quelle place accordez-vous à la langue maternelle? Parce qu'on parle du congolais, tout de suite on voit le lingala, mais le Congo ne se limite pas seulement avec cette langue. Alors, quelle place accordez-vous à la langue, nos langues maternelles? Bon. Lucien, tu m'excuses, je vais prendre la parole. Donc, c'est une bonne question parce que moi, je parle de mon point de vue d'enfant de la diaspora. Lucien a la chance d'être né et grandi au pays, alors que moi, je suis né et grandi à l'étranger. Et il y a une problématique de la langue. Je sais que je ne suis pas un cas spécifique. Il y a beaucoup de Congolais de France qui n'ont parfois pas appris la langue. Et pour moi, c'est un grand manquement. Là, à mon vieillage, je commence encore à rattraper, à apprendre le Vili, à apprendre le Kutuba, à apprendre le Mukutuba, le Lingala. À mon vieillage, là, parce que c'est important, parce qu'on ne peut pas s'ancrer dans un pays si on ne connaît pas sa langue. Parce qu'une langue, c'est pas juste je parle, c'est pas juste je parle, je communique. Une langue aussi, c'est une manière de penser. Un français, par exemple, il va dire la table de Lucien. En anglais, on va dire Lucia's table. C'est-à-dire que même dans la manière qu'on va voir la conception du monde, c'est la manière comment on parle la langue. Et donc, c'est très important parce qu'il y a des mots même qu'on ne peut pas traduire. Il y a des mots qu'on ne traduit pas, mais qui correspondent à des concepts. On va dire oui, mais en français, on peut dire ça, mais c'est toujours dégradé par rapport au concept de base. Et c'est important, en fait, la langue maternelle. Et bien sûr, le Congo ne se limite pas aux langues nationales que sont le Lingala et le Mukutuba. Les langues maternelles sont des langues qu'on appelle improprement les patois. Je n'aime pas dire les patois parce que ce sont des langues. Le Vili, c'est une langue, le Bé, c'est une langue, le Likuba, c'est une langue, le Gauchin, c'est une langue. Dire patois, c'est comme si c'est une sous-langue, ce qui est faux. Donc ce sont des langues qu'il faut apprendre, ce sont des langues qu'il faut remettre au goût du jour, et c'est important parce que ça nous permet aussi de faire survivre un peuple. Un peuple survit par sa culture, son histoire, mais sa langue. Un anglais, on va dire qu'est-ce qu'il parle? Il parle l'anglais. C'est ça qui le définit aussi. J'aborderai dans le même sens que la langue, ça transporte un imaginaire, une manière de penser, de concevoir des choses, même d'expliquer parfois. Et donc, pour les langues, c'est... Et aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, c'était la journée des langues maternelles. Oui, c'était, je crois, le 25 février, comme ça. Et donc, justement, la difficulté que nous aussi nous avons, c'est que on n'a pas forcément appris la langue maternelle beaucoup avec nos parents. Et surtout, ceux qui sont nés à la diaspora, c'est dommage. Mais c'est peut-être important pour chacun de nous de faire ce
le but, c'est vraiment de quelque chose de plus littéraire, comme ça, tout le monde comprend correctement. Et donc, je dis, nous, en tant qu'écrivains congolais, c'est peut-être difficile pour nous. En fait, on fait un double travail d'abord. Écrire en congolais, c'est une traduction en français. Il m'a dit, c'est une grave erreur. Au fait, ce qu'on devait faire, c'est vraiment écrire notre langue telle qu'elle est, parce que ce sont nos images, les interactions qu'on a de la langue, toutes ces choses qui ont béni la langue française et qui la rendent plus belle. C'est ce qu'on devait valoriser. En tout cas, toujours valoriser tout cela, mettre cela en avant. Très, très, très bien. Alors, nous allons passer directement au public. Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui a une question particulière à poser à ces jeunes entrepreneurs congolais? Quelqu'un qui est assez courageux, courageuse, ou une question qui t'arrose? Je vous permets. Vous avez juste à vous présenter d'abord et poser votre question. C'est bien vous? Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Si vous pouvez juste le rapprocher de votre bouche. Oui, là je pense que c'est bon. Ah, c'est bon. Alors moi c'est M. Mouzika, juriste de formation. On vous entend un peu mal, si vous pouvez vraiment que ça soit un peu. Alors moi je suis M. Mouzika, juriste de formation. Alors vous avez parlé d'un sujet extrêmement sensible qui est donc la culture et l'histoire en quelque sorte. Mais moi, on m'a toujours dit, bien sûr que derrière j'ai été vérifié, que le problème avec notre culture, notre histoire, c'est qu'elle a été racontée par des personnes extérieures et aussi que nous, notre histoire se transmettait beaucoup plus par une tradition orale. Or, on sait que la chose qui se transmet par oral est toujours comprise d'une manière différente et racontée aussi d'une autre manière. Est-ce que vous, donc dans votre travail que vous faites, que j'apprécie aussi, vous prenez en compte aussi ce côté-là pour essayer de savoir exactement quelles sont les sources, est-ce que ça a été écrit par des auteurs congolais, africains et autres? Et la seconde question portait aussi sur toujours la culture. Donc je voudrais savoir, est-ce que dans vos travaux aussi, vous mesurez l'impact qu'a eu la colonisation sur notre culture à nous, principalement congolais? Merci. Merci à vous. Vous pouvez répondre à la question. Ladies first. La première question, si on comprend c'était sur l'histoire soit écrite par les colonisateurs, par les gens. Déjà, ça, je trouve qu'il y a une très très belle, il y a un très beau proverbe qui dit que tant que les deux n'auront pas comme historiens, les histoires de chasse tourneront toujours à la gloire des chasseurs. Et ça, c'est une de nos difficultés aussi, parce que la plupart des documents que moi je rencontre sont des textes écrits par les Occidentaux. Mais c'est pas parce qu'un texte est écrit par un occidental qu'il est foncièrement faux. Le but, c'est vraiment de regrouper les sources. L'histoire n'est pas une science exacte. Maintenant, c'est quand on regroupe plusieurs sources qu'on se rapproche un peu plus de la vérité. Et donc, moi, ce que je fais dans mon travail, c'est prendre beaucoup de sources, surtout les sources écrites, que ce soit des auteurs occidentaux et africains, essayer de voir tout ça. Et après, à côté, aussi consulter, par exemple, quand je parle des NCB, par exemple, et donc je prends les sources écrites et je me rapproche également de la traque des anciens. Le but, c'est vraiment de conformer toutes ces sources-là. Et il y aura forcément des intersections. Et c'est vraiment le but, c'est pas de l'intersection qu'on se rend compte que là, même si c'est pas une pensée de par tout le monde, en fait, le fait que ça converge, quelque part, c'est. En fait, on ne peut pas forcément tout rejeter. Donc, c'est vraiment essayer de confronter beaucoup plus de sources, aller également avoir le ressenti, le côté sensible de ce que les gens pensent. Et après, on se rapproche de tout ça. Papa Yogi. Et pour compléter la réponse de ma sœur, bien entendu, le problème de l'histoire écrite, c'est que ce sont les Européens qui ont conté notre histoire. Donc, par exemple, on prend le livre de Georges Valandier qui va parler de l'histoire du Royaume Congo. C'est
le livre de base, si on veut raconter l'histoire du Royaume Congo, sachant qu'il va raconter le Royaume Congo avec sa compréhension de la société en tant que Français, de colon, et un partenariatisme qui est inhérent à sa lecture. Mais le problème, c'est que, par contre, on peut pas, comme le dit Lucien, on ne peut pas se dire juste de prendre que des écrivains congolais, il faut faire une confrontation des sources. On a eu récemment Théophile Obenga qui est venu à Paris, et je pense qu'il prendrait la même méthode pour faire ressortir la meilleure information possible, c'est de confronter les sources et se dire, en fonction des sources que j'ai, par exemple des Français, des Congolais, des Angolais, sur une période donnée, il y a forcément des points d'intersection, des points de divergence, et maintenant c'est là qu'on pourra trouver le substrat qui nous tourne vers la vérité. Et aussi, un autre sujet, il ne faut pas négliger la culture orale, parce que ça c'est très européen de dire c'est l'oralité, c'est pas fiable. Les Européens, avant qu'ils sachent écrire, les druides, ils n'écrivaient pas, les druides des Gaulois, ils parlaient à l'oral. Et que l'oralité, c'est pas forcément une faiblesse, c'est juste une méthode aussi de transmission. On voit chez nos frères ouest-africains, les griots n'écrivent pas, ils comptent. Et c'est un art de savoir raconter l'histoire de famille, l'histoire de nation, l'histoire d'empire. Et bien entendu, pour rebondir sur ta deuxième partie de question sur l'impact de la colonisation, bien entendu que quand on fait nos travaux, que ce soit Lucien et moi sur nos travaux pour raconter l'histoire du Congo, ou même de l'Afrique, on prend en compte cette dimension coloniale. Pourquoi? Parce qu'il y a forcément l'impact colonial qui va toucher sur notre appréciation des cultures. Parce qu'il y a des choses qu'on ne faisait pas avant, des choses qu'on ne pratiquait pas avant, qui rentrent en conflit, on rencontre avec nos cultures actuelles, qui font que notre culture congolaise, elle a évolué d'un point A vers un point B. Donc il est important pour avoir cette transmission, la bonne transmission, confronter les sources, ne pas juste se dire qu'on va rejeter les textes écrits par les Européens, mais aussi se baser sur nos écrits, aussi se baser sur ce qui a été écrit, confronter avec aussi nos historiens. J'ai parlé de Théophile Obenga, il y a un jeune Congolais qui fait l'histoire du Congo, qui le fait très bien, qui s'appelle Bruce Mateso, qui est doctorant, qui a présenté sa thèse, qui va même là faire des ouvrages, par exemple, sur l'art de la guerre en Afrique. Donc, et avec le point de vue aussi africain. Et c'est ça qui va nous émanciper, les décoloniser. Bien, on a toujours une base qu'on va contester et qui va nous faire arriver à ce qu'on veut raconter, la vraie histoire de nos pays. Mais on est obligé de passer par un point de départ pour arriver vers l'arrivée qui est l'histoire réelle du Congo. Et j'aimerais revenir sur la tradition orale. Il y a un roman que je recommande, c'est Le feu des origines d'Emmanuel Dongala. Et en fait, c'est dans ce livre-là que j'ai compris un peu comment est-ce que fonctionnait la tradition orale. En fait, c'était les expérimentations, des études empiriques que les sorciers ont eu à réaliser, mais à faute de ne pas, faute de fait que ça n'a pas été écrit, c'était une transmission d'explications derrière. Par exemple, au Congo, on ne balaye pas la nuit, en Côte d'Ivoire, on ne balaye pas la nuit. Et en Côte d'Ivoire, en fait, l'explication qu'on donne derrière, c'est qu'avant, il n'y avait pas d'électricité. Donc la nuit, quand on balaye la nuit, puisqu'on ne voit pas, on peut balayer des choses, des objets précieux. Et donc ce qui fait que voilà, on balaye, c'est pour ça qu'on dit aux gens qu'il ne faut pas balayer la nuit. C'est pas parce que c'est mystique, c'est juste parce qu'en balayant la nuit, en fait, on peut sortir de la maison des objets précieux et qu'on ne s'en rend pas compte. C'est pour ça qu'il faut balayer les choses. Et donc, c'est cette information-là, et des générations plus tard, en fait, on dit aux gens qu'on ne balaye plus la nuit, on ne leur donne pas la raison pourquoi on ne balaye pas la nuit derrière. Donc tout le monde ça dit qu'on ne balaye pas la nuit, et chacun se met à extrapoler, à dire la nuit c'est raison, mais au fond, le sens c'est juste parce que quand vous balayez la nuit, vous risquez de sortir de la maison des choses précieuses et que vous les perdre. En fait, par exemple, la tradition orale, les choses comme ça, en fait, ça vient forcément d'une base, mais après, tout ce qu'on n'a pas été écrit, chacun essaie de transporter à sa manière, et donc ça avance pas. C'est pour ça que ce qu'on recherche dans nos travaux, c'est vraiment le point de convergence entre tous ces éléments. Je viens à vous. Je crois qu'il y avait une autre question.